Donc, bonjour à l'équipe 5 du cas de finance niveau universitaire. Je vais lire le règlement, puis ensuite vous allez être prêts à commencer. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide des cartons lorsque vous resterez 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes va se faire à l'aide de mes mains. Lorsque vous aurez terminé votre présentation, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Bonjour, je suis Alexandre de l'établissement de patrimoine. Je suis directeur au niveau de la formation du 036 mois de carrière. J'ai également une entreprise en fait d'investissement de son patrimoine pour les professionnels dans le domaine juridique depuis maintenant 4 ans. Bonjour, Frédéric Vézina, je suis directrice stratégique dans un cabinet de services financiers pour SFL Gestion de patrimoine. Je suis également directrice adjointe au développement des affaires, formation des recrues, également pour SFL. Bonjour, je suis Mélanie Raymond, directrice principale de développement de marché. J'ai déjà amené la pièce de chef. Bonne chance. Bonjour, Félix Samuel, conseiller en sécurité financière. On m'appelle aussi le carrière des finances. J'aide les gens à passer du côté de l'offensive concernant les finances. Donc, je vous souhaite bon succès pour la présentation. C'est cool. Bon. Parti? Oui, vas-y. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Charlevoix, étudiant en deuxième année au bac profil général. Sébastien Lavigne, étudiant deuxième année pour le bac en admin, en concentration finance. William Savard, même chose que Sébastien, je suis en bac en finance aussi. Philippe, vous commencez ça. Donc, premièrement, en gros, on va parler de l'analyse de l'entreprise, ratio financier, adaptation, ensuite de ça, le délai lié au fonds de roulement, évaluation des coûts des actions, CMPC, flux monétaire actualisé, ensuite de ça, évaluation du projet proposé et finalement, évaluation de la valeur de l'entreprise, comme vous avez sûrement vu depuis le début de la journée. Donc, tout d'abord, l'entreprise, c'est une petite entreprise, 7 navires, ensuite de ça, joue dans le secteur nord-américain, qui est le plus grand secteur, dans le fond. C'est là qu'il y a environ la moitié de la demande totale des croisières est dans ce domaine-là. Donc, ils sont dans un bon marché. Il y a du potentiel. Ensuite de ça, en gros, vous pouvez voir l'entreprise, vraiment une petite part de marché comparée aux autres. Ça, dans le fond, c'est les chiffres de 2016, désolé. Comme on peut le voir, Carnival Corporation a 64% des parts de marché. Donc, ils jouent vraiment avec des personnes bien établies, des gros blocs dans le marché. Ça va être dur pour eux d'aller chercher une place, mais il y a des moyens. Ensuite de ça, les forces. En fait, je vais commencer par les faiblesses, finir par les forces. C'est une jeune entreprise, elle vient de commencer. Ensuite de ça, une faible part de marché. Bénéfice moyen par passager assez faible. Quand on regarde ça environ, le prix du billet tourne autour de 1079, si je ne me trompe pas des chiffres. Puis le bénéfice par client tourne autour de 229. Donc, dans le fond, on peut remarquer que le bénéfice qu'on retire d'un client est assez faible. Donc, les coûts associés à ça sont assez élevés. Les forces, fort potentiel de croissance. Ensuite de ça, possibilité, dans le fond, si on se situe par rapport au domaine du voyage, avec les croisières, il y a une possibilité de voir plusieurs endroits, activités sur le bateau. Il y a vraiment des bons avantages à aller en croisière, tandis que au niveau des menaces, de plus en plus on se tourne vers les nouvelles énergies renouvelables. On est encore dans ça, c'est de trouver comment on va faire au niveau des bateaux, des avions, tous ces domaines-là. La menace peut facilement être changée en opportunité, dans le sens où, en faisant des investissements, en allant chercher des nouvelles technologies, là, je comprends que c'est une petite entreprise, il va falloir aller chercher ce financement, mais il y a moyen d'aller chercher ça et d'être un leader. Par exemple, si on parle sur les autos, Tesla, qui n'était pas une compagnie tellement connue, a développé justement un nouveau produit qui a apporté justement un marché très grand. Les autos électriques, complètement électriques. Là, on voit que Tesla, c'est un leader dans ce monde-là. Dans le fond, notre entreprise pourrait aussi développer une stratégie comme ça, devenir un leader. Ensuite de ça, risque de récession. Comme on sait tous, d'ici 2 ans, on parle de récession possible. Notre entreprise va falloir qu'elle fasse face à des changements comme ça. L'industrie du voyage, ça reste un luxe. Ça reste que les personnes qui
ils vont dépenser, ne vont pas nécessairement garder ça comme priorité. Donc, c'est quelque chose à penser là, pour l'entreprise, pour voir comment se situer face à ça. Alright. Les ratios financiers, un ratio que vous les avez vus plusieurs fois aujourd'hui. Je vais commencer rapidement avec le ratio de liquidité, qui est en gros, j'imagine que tous les spécialistes de la finance, donc vous connaissez ça un peu, mais c'est si l'entreprise se retrouve dans une mauvaise position, est-ce qu'elle est capable de liquider ses actifs pour être capable de ses actifs à court terme, pour subvenir rapidement à ses passifs à court terme. Donc j'ai fait en deux calculs, avec stock et sans stock. Il n'y a pas une grosse différence, puis c'est dur de dire si l'entreprise est en dessous ou au-dessus de ses compétiteurs, parce qu'on n'avait pas accès à ces données-là lorsqu'on a fait des calculs. Mais quelque chose d'intéressant qu'on peut dire, c'est que l'entreprise se situe dans les deux cas au niveau supérieur à 1. Donc, elle a largement capacité de subvenir à ses besoins pour les passifs à court terme en liquidant ses actifs les plus liquides. Le rendement des capitaux propres, comme on peut voir, en 2015, on était à 14,35 pour tomber à 3,63 en 2017. Donc ça, je vais revenir là-dessus sur la prochaine slide. Pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse aussi drastique, plus de 10 Et le ratio dette-fonds propres. Donc on a 1,49, 1,34, 1,26. Le ratio diminue tranquillement. Ça, c'est une bonne et une mauvaise chose pour l'entreprise. Je m'explique. C'est qu'avec un ratio de 1,49, le risque, il y a un plus grand niveau de risque parce qu'on a une plus grande dette par rapport à notre financement par capitaux propres. Donc, ça va être une augmentation du levier financier. En diminuant, donc l'entreprise est en théorie moins risquée, mais l'avantage que ça a d'avoir de la dette, c'est qu'on peut déduire le taux d'intérêt de la dette du bénéfice à l'impôt. Donc, ça réduit notre taux d'imposition, ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Donc, tantôt, je parlais du rendement des capitaux propres qui a diminué. Ça peut être expliqué par plusieurs choses. Il y a eu, entre autres, la diminution du ratio de dette sur equity. Dans le fond, l'entreprise n'a pas augmenté ses capitaux propres, elle a juste diminué sa dette en prenant l'argent de l'entreprise pour payer de la dette. Donc, ça diminue le déficit net. Il y a une diminution des ventes de 2015 à 2017. Une augmentation du coût des marchandises vendues. Fait que si on jumelle une diminution des ventes et une augmentation du coût des marchandises vendues, évidemment, ça réduit ça réduit ce qui reste à la fin. Après ça, une légère augmentation des frais d'administration en 2017. J'ai pris la peine de le mettre parce que même si le chiffre d'affaires n'a fait que descendre de 2015 à 2017, les frais d'administration ont augmenté. Donc, on aurait eu tendance à penser le contraire. Je n'ai pas trouvé plus d'informations dans les documents sur ce qui pourrait s'expliquer pour une augmentation des frais administratifs. Mais j'ai trouvé ça pertinent de le mettre ici. Les ratios de rotation. Le ratio de rotation des stocks, je l'ai mis. Moi, je ne le trouve pas pertinent dans le cas d'une compagnie de croisière. Ce n'est pas un commerce de détail. Il n'y a pas de stock à proprement parler. On est dans le service. Donc, ça ne bouge pas beaucoup. Même chose pour le recouvrement des banques. Ça ne bouge pas au niveau du recouvrement des clients qu'au niveau du paiement des comptes fournisseurs. Mais ce qu'on pourrait retenir ici, c'est que l'entreprise perçoit beaucoup plus rapidement ses ventes qu'est-ce qu'elle a besoin de payer ses fournisseurs. Donc, j'ai des hypothèses, je n'ai pas d'informations là-dessus. L'hypothèse, c'est que quand tu achètes un voyage, tu le payes immédiatement, donc l'entreprise, elle normalement perçoit ça en dedans de 30 jours. Puis le paiement des comptes fournisseurs, je pourrais penser que pour une entreprise de bateau, ça va être les fournisseurs, ça va être surtout du pétrole, de la bouffe, des choses comme ça. C'est une entreprise qui se promène. J'imagine que les fournisseurs doivent être plus accommodants parce que c'est long avant de faire un cycle de voyage. Donc, c'était mon hypothèse, mais rien de Si je pourrais faire juste une petite chose pour surtout les paiements de la rotation des comptes fournisseurs, on voit que c'est presque à 120 jours. La plupart des fournisseurs sont une demande de 90 et moins. Donc, ils prennent des petits additionnels, des frais additionnels à cause qu'ils attendent longtemps. C'est quelque chose que l'entreprise devrait regarder pour améliorer. En effet. Je pense que c'était pas. Ouais. Je vais continuer avec l'évaluation des coûts de l'action et le CFPC, le coût moyen pondéré du capital. On étudie deux méthodes qui étaient fournies pour nous autres. La méthode 1, qui était avec la dividende, retournait à un pourcentage de 4,62, qui est quand même très raisonnable. La deuxième méthode, qui était avec le bêta, le quatrième, qui était 6,21. Puis une moyenne de ça, puis on a travaillé ça pour l'avenir, qui était environ 5,42 avec cela, on a calculé le CNPC. On a aussi inclus, avec le taux d'imposition de 43,5 qu'on avait trouvé dans les documents, qui boucle un peu avec ce que William avait dit pour nous. Avec ça, on était capable de produire un CNPC de 3,84 qui est vraiment
très bon dans nos yeux pour ce genre d'entreprise. Après ça, on a calculé le bénéfice avant l'amortisation, l'intérêt des impôts pour, bien sûr, faire le flux monétaire des futurs actualisés. Comme vous voyez, en 2020, ça devient une annuité, donc c'est très facile à reculer ça pour déterminer que le total de tout ça avec le CNBC de 3,84, c'était 382,6 millions de dollars. C'est quoi, tu me dis? Ah, excusez. Dans le fond, juste pour faire peut-être un petit ajout pour expliquer plus clairement. Dans le fond, ce qu'on a calculé, c'est dans les 10 prochaines années, l'entreprise, comment est-ce qu'elle va dégager de flux monétaire. Puis on l'a ramené avec le taux de CNBC qui est le coût de notre emprunt, en parenthèse. Donc c'est juste que dans les 10 prochaines années, en dollars d'aujourd'hui, l'entreprise devrait dégager 382,60 millions. Après ça, c'était pour évaluer le projet proposé pour notre client. La portion de ses capitaux propres, c'est 60 000 actions, retourne à juste environ 0,5-0,6 de l'entreprise, donc une très petite portion de l'entreprise. Donc, tu sais, ses profits étaient quand même raisonnables, très limités. Son profit personnel actualisé était de 2,5 millions, quand même très raisonnable pour un investissement de 1,2. Le profit moyen retournait à 243 millions, 243 000, qui était presque, un petit peu plus que le double de ce qu'il voulait. Donc, c'est un bon investissement pour notre client. Après ça, ils nous ont demandé de faire l'évaluation dans les mises en scène du problème. On comprenait que lui, il pensait que l'entreprise était sous-évaluée. Donc, dans le fond, moi, j'ai calculé la capitalisation boursière de l'entreprise. Dans le fond, j'ai pris le prix, la valeur marchande des actions multipliée par le volume. Ça nous donnait une capitalisation de 216 millions. Après ça, nous, selon notre calcul qu'on a fait tantôt, ce que j'ai expliqué, les flux monétaires actualisés, parce que c'est ce que je considère qui est la valeur d'une entreprise, on obtient 382 millions de dollars. Donc, à nos yeux, à nous, l'entreprise était vraiment sous-évaluée de plus de 100 millions de dollars. Donc, ça pourrait être une très belle opportunité pour un investisseur à long terme. OK. Dans le fond, on a poussé un peu plus l'analyse que j'ai faite de l'entreprise tantôt. L'analyse Porter. Au niveau du pouvoir des clients sur la négociation, on remarque que les clients n'ont pas un grand pouvoir dans le domaine du voyage, ils n'ont pas un grand pouvoir de négociation. Donc ça, c'est un avantage pour notre client. Ensuite de ça, au niveau des fournisseurs aussi, les fournisseurs, il y en a plusieurs. Donc il y a moyen d'aller chercher des prix assez bons. Surtout pour une grande entreprise, ça va être le fun de les voir aussi avec la masse, le coût d'achat, on va pouvoir avoir des prix plus intéressants. Ensuite de ça, nouveaux clients. Présentement, je vous dirais que l'appui de nouveaux clients dans le domaine va être assez difficile, parce que c'est un domaine d'emploi qui est déjà l'idée par deux grandes entreprises. Mais par exemple, comme que je parlais avec Tesla tantôt, si l'arrivée de nouvelles technologies arrive, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des nouvelles personnes dans le domaine. Ensuite de ça, produits de substitution. Il y a des très gros produits de substitution présentement. Des compagnies comme Railroad Caribbean, ensuite de ça, qui ont des attractions sur le bateau, qui vont à plusieurs destinations, qui font à peu près tout le monde. Il y a aussi un avantage d'être une grosse compagnie comme ça, parce que les bateaux justement sont plus attrayants. Non seulement tu vas visiter plusieurs villes, tu vas pouvoir aller, quand tu vas être dans le bateau, tu vas pouvoir t'amuser aussi. Ensuite de ça, finalement, la menace, dans le fond, de la rivalité, très forte. Donc, c'est tout pour l'analyse Porter. Quand on parle d'investissement d'entreprise, c'est que dans les données du problème, on nous indiquait que sur un horizon court terme de 3 ans, l'entreprise ne prévoyait pas faire des investissements majeurs dans sa flotte. Comme Sébastien vient de le dire, Philippe vient de le dire, c'est que l'entreprise a une petite part de marché. Donc, si elle voudrait augmenter son nombre de clients, il faudrait qu'elle différencie son offre, il faudrait qu'elle se démarque de ses concurrents. Sans investissement, c'est pas quelque chose qu'on croit qui peut être possible. Après ça, aussi le fait que c'est une jeune entreprise. C'est dans le temps où ils devraient pousser leur croissance, ils devraient faire des investissements pour le futur, ils devraient vraiment s'implanter. C'est pas le temps de couper sur les investissements, étant donné que tu es une si jeune entreprise. Tu n'es pas rendu à le point de maturité où tu peux couper un peu tes dépenses dans cette direction-là, puis flotter un peu dessus que c'est top. C'est pas trop jeune pour pas investir dans ta propre compagnie. Quand on atteint un niveau de maturité, on peut les back un peu si on veut, puis juste cruiser sur notre offre actuelle, déjà que les clients aiment déjà. Ensuite,
Sébastien l'a mentionné plusieurs fois, l'entreprise pourrait gagner beaucoup à l'investir, pas juste dans la diversification de son offre, mais un petit peu oui en même temps, mais dans les énergies fossiles, c'est de plus en plus quelque chose du passé. Pour l'instant, il n'y a pas rien qui se parle dans le domaine sur des voyages verts. C'est un créneau qui pourrait exploiter pour justement aller gagner une part de marché, offrir la première croisière verte avec un bateau 100% électrique, si on veut. Donc, c'est pour la croissance de l'entreprise. Tantôt, on a dit que l'entreprise était sous-évaluée, mais avec ces données-là, ça vient comme contrebalancer un petit peu, c'est qu'elle n'a pas de perspective de croissance. Voilà, c'est pas mal ça. C'est tout, finalement. Alors, j'aimerais pas ça vous remercier pour nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Merci. Première question, en fait, ce que j'entends, c'est nécessairement l'entreprise sous-évaluée, donc ça serait en date d'aujourd'hui, ce serait un bon investissement pour notre élection du mois d'aller là-bas. Donc, ça, j'ai compris. On a beaucoup de menaces. Puis là, on est en position d'essayer de comprendre est-ce que c'est un investissement à court ou moyen long terme. Selon vous, est-ce qu'on garde cette business-là dans notre portefeuille d'investissement long terme ou on devrait profiter des opportunités court terme pour bénéficier de meilleurs rendements sur l'investissement? Selon nous, ce serait un investissement qui serait à moyen et long terme parce que, comme on a dit, l'entreprise est sous-évaluée actuellement, mais pour que ce potentiel-là se réalise, il va falloir qu'elle investisse à l'intérieur pour soit se diversifier, soit changer ses technologies. Donc, ce n'est pas des processus que l'année prochaine, l'entreprise va avoir renouvelé sa flotte, diversifier son offre au complet. Donc, dans cette optique-là, je pense que l'investissement serait plus rentable. Il serait peut-être même pas rentable à court terme. Donc, vraiment moyen et long terme, ce serait ma réponse. Très bien. Si sur le feu de vote que M. aurait dans le CA, disons, est-ce que le fait d'avoir plusieurs activités d'exploitation, croisière, les cargos, la livraison, ainsi de suite, le ferry, est-ce que c'est quelque chose qui peut être un enjeu également pour la compagnie? C'est un très bon point. J'ai oublié on est un petit peu dans le rush pour le bon point, j'ai oublié de le spécifier, mais l'entreprise a en effet 3 secteurs d'activité. Donc, la diversification des sources de revenus, en effet, c'est quelque chose qui diminue le risque, donc qui est souhaitable pour un investisseur. Aussi, c'est une entreprise que oui, elle est diversifiée dans ses plusieurs différentes méthodes d'avoir un revenu, mais une grosse portion est effectivement la croisière passager. Donc, en sachant que c'est un luxe, il y a un certain risque à ce niveau-là. En investissant aussi dans les nouvelles technologies, on vient réduire nos coûts, puis augmenter, dans le fond, autant pour les croisières que pour le cargo, que dans le fond, ça serait vraiment un avantage pour la compagnie d'aller investir justement dans des technologies nouvelles. Okay. Au niveau des risques, quand on a client, quand on sait qu'on est une entreprise canadienne, donc le client canadien, il investit majoritairement de l'or canadien. Donc, avez-vous une stratégie pour nous aider puisque cette entreprise est cotée sur le marché boursier américain? Oui. Oui, effectivement, c'est une compagnie canadienne cotée sur le New York Stock Exchange. Ça serait très bonne question. J'imagine que, mettons que, comme je spécule beaucoup en ce moment, mais ce que je pourrais dire, c'est que s'il prend une position d'1,2 million comme ça dans un stock, j'imagine que ce qui pourrait être un bon move, ce serait peut-être d'aller se couvrir en prenant une position courte sur soit cette action-là ou soit peut-être d'utiliser un taux forward qui pourrait parer la différence de taux qui pourrait se produire. Mais quoi qu'actuellement, le dollar canadien est très faible, normalement, on souhaite qu'il soit en 0,8 et 0,2 à 1, puis on est à 0,7 si je ne me trompe pas. Donc j'imagine qu'il y a plus de chances que le dollar canadien prenne de la valeur. Je pense que ça. Puis au niveau du pétrole, est-ce que là, à moyen long terme, je comprends qu'on va se diriger vers des énergies vertes pour offrir un marché niche à nos clients. Puis à court terme, avec une stratégie pour peut-être mitiger un peu plus le risque de pétrole, du prix du pétrole. Oui, on avait vraiment, dans le fond, poussé notre analyse plus sur le long terme. Court terme, malheureusement, on est limité avec les développements du pétrole. Dans le fond, on ne peut pas aller plus loin que la technologie va. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de. À court terme, peut-être qu'on pourrait signer une entente avec. Je sais que ça se fait, on pourrait signer une entente avec un fournisseur pour garantir le prix qu'on va avoir sur 3 ans. Sur 3 ans, j'imagine que dans le pétrole, ça va être peut-être des ententes un an, mais pour toute cette année-là, on va avoir le prix de. Dans le court terme, ce serait une entente avec un fournisseur que j'aurais comme solution pour. Puis vous avez mis en place une stratégie aussi parce qu'on a vu que le nombre de passagers moyens annuels diminuait un petit peu.
Notre objectif, c'est sûr que ça se stabilise, voir qu'il y a une croissance. Avez-vous peut-être une stratégie qui pourrait être mise en place là, par l'entreprise pour assurer une certaine croissance de ce volume? On pourrait définitivement rajouter ça dans l'investissement de l'entreprise. C'est sûr qu'ils n'ont pas de campagne d'investir en marketing, tout simplement. Ça pourrait être, vu que c'est du passager, non du cargo, j'imagine que les consommateurs vont être plus susceptibles de réagir à une campagne marketing. Donc, investir en marketing, dans le marketing de l'entreprise pourrait, dans le pire des cas, réduire la diminution. Mettons, scénario correct, rester stable, puis dans le meilleur des mondes, augmenter comme vous dites. Puis vous, en tant qu'expert, est-ce que vous suggéreriez à l'entreprise de se spécialiser plus dans un créneau plutôt que d'être dans les ferries, cargo, croisières? Est-ce que ça peut être une solution? J'aurais pas tendance à dire que ça... Moi, personnellement, je pense que le fait de diversifier ses activités, c'est une bonne chose pour l'entreprise, parce que, comme Philippe l'a dit, il y a un risque de crise économique. Le domaine du luxe pourrait... En 2009, ça avait coupé presque de moitié. Ils ont tombé de 35 millions à 25 millions de passagers. Donc, si le domaine du luxe crache, mais l'entreprise fait quand même du ferry et du cargo. Le ferry, c'est les cruises. En fait, le transport de la marchandise quand même. Donc, le transport de marchandise, c'est quelque chose qui va être affecté par la crise, mais beaucoup moins que le ferry qui est dans le luxe. La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.